Ok, Normalement, Morgane, c'est est-ce que bon. tu Ouais, m'entends bien? Ouais, tu ouais. m'entends bien? Super. Ok, donc bienvenue à tous dans ce webinaire. Bonjour. Donc je suis Vincent Bonjour. Constant. Aujourd'hui, on va parler d'efficacité énergétique. On va parler de performance énergétique. Donc on va donner des petites définitions, on va donner des leviers de performance, et puis on va s'attaquer à la présentation d'actions innovantes. Donc on vous a concocté quelques petites pépites. On a combien d'actions, Morgane? On a 9, c'est ça? 9, ouais. Voilà. Donc voilà. Donc on va s'atteler. On va attendre quelques minutes que tout le monde arrive bien. Et quand tout le monde sera connecté, on pourra commencer. Super. On va peut-être pouvoir commencer. Bon, du coup, bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire. Donc, c'est le deuxième que nous organisons pendant cette période de confinement. Vous avez peut-être assisté au webinaire mardi qui était animé par Vianney et Thomas sur le décret tertiaire. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter des innovations technologiques pour vous permettre voilà, d'avoir des pistes de réflexion pour la performance énergétique de vos bâtiments ou de votre parc. Du coup, alors juste un petit mot avant de commencer. Alors déjà, oui, pour être honnête, la présentation va durer un peu plus que 30 minutes. On a voulu mettre un peu plus d'informations pour pouvoir vous les transmettre. Mais bien sûr, à la fin, il y aura le temps pour les questions. Et pour ça, donc, il faut poser les questions dans le petit icône Q et R et non pas dans Converser pour qu'on puisse les voir. Donc voilà, c'est juste pour être sûr que tout le monde soit bien au courant. Nous ferons un maximum pour répondre à toutes vos questions, mais vous verrez également donc, au cours de la présentation, comme nous allons présenter des solutions de partenaires, il y a également le contact qui sera, quand vous aurez la présentation, vous pourrez avoir les contacts également de nos partenaires. Alors du coup, à propos de nous, donc, je m'appelle Morgane Cerisier, je suis directrice conseil chez Citron. Je travaille dans l'entreprise depuis plus de 2 ans et demi et j'ai été Energy Manager avant de prendre ces fonctions, donc du coup en accompagnant des clients, des entreprises ou collectivités au quotidien dans leur performance énergétique. Et aujourd'hui, je manage l'équipe d'ingénieurs conseils et d'Energy Manager pour les missions, les prestations de conseil de l'entreprise. Et donc, je suis accompagnée de Vincent, donc je le laisse présenter et prendre la suite. Oui, merci. Bonjour à tous. Je suis Vincent Constant, donc je suis Energy Manager chez Citron. Ma mission, c'est d'accompagner de grandes entreprises dans la réduction de leurs coûts et de leur consommation énergétique. Alors, ça se manifeste par des prestations en continu d'énergie management et des missions un peu plus ponctuelles comme des audits énergétiques. On fait également de l'achat d'énergie et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans divers secteurs. Alors, Citron, c'est une PropTech. Une PropTech, c'est une entreprise jeune qui grandit très vite en s'appuyant sur le digital dans le secteur de l'immobilier. Donc, notre objectif, c'est digitaliser la transition énergétique des entreprises, des collectivités et des bailleurs. Donc, on développe pour cela des outils de mesure, des outils d'analyse et des outils de suivi de consommation énergétique. Et on propose à nos clients 3 types de prestations. Donc, la première, c'est la plateforme Citron Énergie, qui est une plateforme web Big Data qui centralise, suit et analyse vos consommations énergétiques. La seconde, c'est une plateforme IoT qu'on appelle Citron Technique, qui suit et qui analyse la performance des systèmes de vos bâtiments. Donc, ascenseurs, chaufferie, paramètres d'ambiance ou d'autres. Et le troisième volet, c'est l'accompagnement de nos clients par des prestations de conseil. Et nos ingénieurs conseils s'appuient sur des innovations qu'on a développées en interne pour définir une stratégie énergétique efficace à court, à moyen et à long terme. Donc, notre objectif à travers ces prestations, il est multiple. Donc, premier objectif, bien sûr, c'est la diminution des coûts et des consommations. Le second, c'est un meilleur suivi, une meilleure maîtrise des risques. On permet également de faciliter le travail de responsables techniques, immobiliers, financiers, RSE en centralisant toutes les données. Et puis, on vous permet aussi de respecter de nouvelles réglementations telles que le décret tertiaire.
Et puis enfin, la dernière, qui n'est pas des moindres, c'est diminuer son empreinte environnementale en passant par la performance énergétique. Donc pour enchaîner sur ces notions de performance énergétique et d'action que nous allons vous présenter aujourd'hui, je vous propose tout d'abord de parler donc, du scénario négawatt et de toute la philosophie qu'il y a derrière et que nous allons également utiliser aujourd'hui dans cette présentation. Alors tout d'abord pour dire que la performance énergétique passe par un scénario d'action de performance structuré, réfléchi, en commençant tout d'abord par réfléchir à comment consommer mieux, donc ce qui est dans le scénario négawatt, la sobriété, donc pour prioriser des besoins énergétiques essentiels par de la sensibilisation, du pilotage et, comme nous l'entendons aujourd'hui, l'exploitation et la gestion active du bâtiment. Pour ensuite réfléchir comment consommer moins, donc par l'efficacité, donc réduire notre quantité d'énergie nécessaire à la satisfaction donc, du besoin du confort, de l'activité de votre bâtiment. Et pour ça, donc, en optimisant par investissement, soit vos équipements ou l'exploitation des équipements, ou alors par le biais d'actions sur le bâti. Pour ensuite pouvoir réfléchir avec cette nouvelle référence de consommation, comment produire son énergie renouvelable en autoconsommation. Et nous vous présenterons en toute fin de webinaire 2 actions qui sont plus alliées voilà, à produire sa propre énergie. Donc pour faire le parallèle, nous avons dissocié nos actions en quatre types pour faire référence également au décret tertiaire. Et donc ce sera la structure de notre présentation. Également pour dire que nous présentons aujourd'hui des chiffres des temps de retour sur investissement, mais que bien entendu dans un scénario d'efficacité énergétique, chaque action est liée à une autre pour permettre d'optimiser le plan d'action et le temps de retour global de chacune des innovations et des actions. Donc pour commencer et entrer dans le vif du sujet, on va parler d'exploitation et gestion active du bâtiment avec une première entreprise, l'entreprise Wattsense, qui est une start-up française créée en 2017 et dont le produit, le travail au quotidien est de connecter des bâtiments de nouvelle génération par le biais d'objets qui allient l'électronique et du logiciel pour permettre d'optimiser la maintenance, la gestion de l'énergie et le contrôle du confort au sein des bâtiments. Donc, les clients de l'entreprise sont de 3 secteurs principaux, Facility Management, PropTech et également propriétaires de parcs immobiliers. Aujourd'hui, nous vous présentons la box Wattsense, qui est un objet de IoT fabriqué en France. Et donc, le constat qui avait été fait par l'entreprise, c'est que la plupart des équipements ou des gestions techniques du bâtiment sont très diversifiés sur le marché et souvent incompatibles entre eux. Donc, ils ont eu l'idée de créer cette box, qui est un module de connexion universel, quelle que soit la marque, le modèle ou l'ancienneté de votre équipement ou système d'exploitation. Donc, c'est un peu comme une mini GTB ultra performante qui peut soit faire office de GTB, soit être intégrée à votre GTB déjà existante sur votre bâtiment. Donc, pour cela, elle permet de connecter des données provenant de différentes sources, capteurs, compteurs, matériel de chauffage, climatisation, traitement d'air et également, comme on vient de le dire, de systèmes de GTB déjà existants sur votre bâtiment ou parc. Donc pour cela, elle est compatible avec plusieurs protocoles de communication pour permettre de centraliser toutes ces données. Et donc vous pouvez en récupérer autant que le protocole le permet. D'un autre côté, elle permet également de monitorer et contrôler des équipements et usages connectés, ce qui en fait vraiment un objet performant, principalement pour les notions principales. C'est donc une technologie plug and play, ce qui fait que c'est facile et rapide à installer, non intrusif. Vous n'avez pas besoin d'automaticien pour installer la box. Et vous pouvez également la changer d'endroit si jamais vous êtes amené à déménager, par exemple. Donc pour donner quelques chiffres, la box coûte 390 €. Et si vous choisissez de mettre vos données dans un cloud service, il y a un abonnement mensuel à avoir avec. Mais vous pouvez également choisir d'ajouter une interface qui va vous permettre de traiter les données, de croiser les informations pour détecter des défauts de régulation, de pilotage, créer des alertes, mettre à jour des réglages et pour participer activement d'une part à la maintenance de votre bâtiment et de vos équipements avec du coup les alertes en temps réel et également au pilotage énergétique de votre bâtiment, également parce qu'en temps réel, vous pouvez voir s'il y a des défauts et également agir en temps réel sur l'équipement.
Donc, nous allons voir une mise en application sur un usage, donc tout de suite avec une amélioration du pilotage énergétique. Et donc, je laisse Vincent continuer. Merci. Alors oui, effectivement, on va voir un cas d'application de WattSense. Alors tous les bâtiments ne sont pas munis forcément de GTD ou de WattSense. Ce qu'il faut savoir en termes de pilotage, c'est qu'un pilotage, ça peut avoir un coût d'investissement et une rentabilité plus ou moins élevée. En fait, on peut aller plus ou moins loin selon les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, on va voir ce cas d'application sur la ventilation, mais surtout, on va voir que ça peut être dupliqué sur presque l'intégralité des usages en termes de pilotage. Donc, la ventilation qui reste en fonctionnement, ça induit deux types de surconsommation. Donc, la consommation, dans un premier temps, du moteur de ventilation, bien entendu, mais aussi des déperditions thermiques supplémentaires par renouvellement d'air. Donc, comme tous les usages, il faut limiter son utilisation aux besoins du bâtiment. Souvent, les terminaux de ventilation, ils sont paramétrés pour fonctionner à plein régime. Mais ce qu'il faut savoir sur la ventilation, c'est que diminuer de 20% le débit, ça permet de générer 50% d'économie sur le moteur. Alors, il faut vraiment adapter le débit à la demande réelle. Donc, ce que vous pouvez voir en bas à gauche, c'est une courbe de charge d'une CTA qu'on allait mesurer. Donc, c'est une courbe issue d'un de nos audits réglementaires. Et donc, cette CTA, on est allé la mesurer du dimanche matin à minuit jusqu'au mercredi à minuit. Donc, cette courbe, on voit qu'elle est constante. Donc, ça veut dire que l'usage consomme de manière constante et on n'a pas de fluctuation en fonction de l'occupation ni des besoins du site. Donc, c'est un cas classique qu'on retrouve très souvent sur une CTA qui a été dimensionnée pour renouveler l'air, mais sans intelligence quelconque. Donc, on va voir comment on peut optimiser ça. Alors, la première solution, c'est d'adapter le planning d'occupation, plutôt le planning de fonctionnement de la CTA au planning d'occupation du lieu. Donc, ça, c'est un second exemple issu de nos audits. Donc là, on voit effectivement que la CTA, elle est mieux adaptée au bâtiment. Elle est éteinte le dimanche. Elle vient s'allumer le lundi autour de 6 heures pour s'éteindre le soir, puis se rallumer le mardi. Donc ça, c'est un premier type de pilotage on-off, assez simple. Maintenant, c'est pas forcément possible toujours d'aller éteindre toutes les CTA parce que c'est vrai que certains bâtiments ont des problématiques d'humidité. Donc, on peut aller imaginer un réduit, donc pas un on-off, mais un réduit partiel des consommations en période d'inoccupation. Ce qui nous amène à cette troisième courbe où on voit effectivement se réduire en période d'inoccupation. Maintenant, j'ai choisi de vous montrer cette courbe parce qu'il y a un petit couac dans cette courbe. Si on la regarde bien, si on est un petit peu plus attentif, on s'aperçoit que l'usage fonctionne à plein régime la nuit et qu'il est en réduit la journée. Ouais. Donc, si on traduit ça en pilotage, c'est catastrophique. En termes énergétiques, on renouvelle l'air en période d'inoccupation, donc on envoie de l'air froid et on rejette de l'air chaud quand il fait au plus froid. Et quand le bâtiment est occupé, et ben là, on renouvelle moins d'air. Donc, c'est sûr que en termes de pilotage, c'est catastrophique. Et l'idée d'avoir justement une GTB ou une box comme WattSense, c'est de pouvoir vérifier ce type de pilotage et vérifier que les plannings d'occupation sont bien alignés et bien en adéquation avec ce qu'on veut. Voilà pour ce type de pilotage. Et j'ai envie de dire maintenant la Rolls-Royce en termes de pilotage, si on veut aller encore plus loin, c'est qu'on peut adapter les besoins réels en termes de renouvellement d'air à l'usage. Là, ce qu'on peut voir sur cette quatrième courbe, c'est qu'on a une fluctuation de la quantité de renouvellement d'air en fonction de l'occupation du lieu. Donc, ça, c'est piloté par des sondes de détection de CO2 qui vont calculer le taux d'air exact à renouveler dans le bâtiment et donc pour aller générer de belles économies en termes déjà de consommation énergétique du moteur et surtout de renouvellement d'air. On peut voir sur cette courbe que la CTA, le lundi, elle s'est allumée à peu près vers 6 heures. Et au fur et à mesure que l'occupation des lieux a augmenté, le moteur a commencé à tourner de manière plus importante pour renouveler plus d'air. Donc ça, comme je vous ai dit, c'est un peu la Rolls-Royce du pilotage en termes de CTA quand on parle de tertiaire. Maintenant, ça a un coût. Donc ça rejoint ce que je vous disais précédemment. Un pilotage, ça a un coût d'investissement plus ou moins élevé. Si vos CTA, elles n'ont pas de variateur, si elles n'ont pas de régulateur et s'il n'y a pas de sonde de CO2 dans votre bâtiment, vous allez devoir débourser environ 7 000 € par CTA. Ça peut même aller plus haut selon la taille de la CTA. Donc voilà, il faut vraiment réussir à doser l'investissement par rapport à nos objectifs. Donc la première conclusion qu'on peut tirer, c'est que rien qu'avec la gestion active des équipements, sur certains usages, on peut réaliser jusqu'à 80% d'économie pour un même service rendu. Parce que c'est ça finalement la définition d'efficacité énergétique, c'est consommer moins pour la même qualité de service. Donc si votre pilotage est déjà optimisé, Morgane, je te laisse passer la page, si
si votre pilotage est déjà optimisé ou si vos équipements sont anciens et ne permettent pas d'avoir un pilotage satisfaisant, alors il faut aller plus loin et il faut agir directement sur les équipements. Et je vais laisser Morgane vous parler d'éclairage. En effet, donc on va commencer cette nouvelle catégorie d'action avec le groupe Lucibel qui conçoit, fabrique et commercialise des solutions LED innovantes. Donc, il y a un groupe français qui possède 6 marques et qui a plus de 44 brevets déposés liés à l'éclairage LED. Donc, pourquoi nous avons choisi d'en parler aujourd'hui? Car vous devez penser, l'éclairage LED, tout le monde en a entendu parler, tout le monde connaît. Mais pourtant, de retour d'expérience de nos audits, comme a pu présenter avec les courbes Vincent, on remarque quand même que les consommations électriques liées à l'éclairage représentent toujours en moyenne 20% sur un bâtiment, avec des technologies anciennes toujours installées donc sur la plupart des bâtiments que nous auditons. Donc c'est encore une réalité, c'est toujours un moyen d'améliorer notre performance énergétique et donc de diminuer nos consommations sur ce poste. Donc pour cela, l'entreprise Lucibel a une démarche, donc de tout d'abord commencer par réaliser une étude d'éclairement, donc un audit d'éclairage spécifique qui va vous permettre de définir vos besoins réels sur votre site en fonction de vos zones et de vos activités. Pour cela, ça permet également de réfléchir à ne pas forcément remplacer vos luminaires en un pour un, mais de prévoir exactement le nombre d'équipements à installer, ce qui va déjà vous permettre de réaliser un premier gain. Et également de réfléchir à l'ergonomie et donc améliorer le confort visuel pour vos collaborateurs. Donc ça, c'est une première étape pour ensuite réfléchir à la technologie LED la plus appropriée. Donc déjà, pour les luminaires LED, quelques chiffres de l'entreprise Lucibel. Ils permettent de diminuer la puissance installée de 65% environ, donc ce qui va vous permettre de générer un deuxième gain important sur ce poste, donc en diminuant la consommation de ces équipements. Et également, troisième gain, de baisser les frais de maintenance, car les luminaires Lucibel ont jusqu'à 80 000 heures de fonctionnement, donc ce qui, selon l'occupation et l'activité, fait presque 20 ans de fonctionnement pour les luminaires. Donc ça nous génère un troisième gain. Et donc ça va vous permettre d'avoir une solution sur mesure pour votre bâtiment. Et vous pouvez ajouter un pilotage performant en fonction de, comme on a pu le voir juste avant, de l'occupation de votre bâtiment. Donc là, par rapport à l'éclairage, en fonction de la luminosité extérieure, ça peut être une autre solution, ou alors en fonction de l'intensité lumineuse souhaitée à l'intérieur du bâtiment. Donc tout ça vous permet de générer jusqu'à 75% d'économie sur l'usage, forcément dépendant de votre bâtiment, de votre activité, mais c'est pour donner quelques chiffres, donc ce qui est toujours un poste d'économie très important. Et enfin, l'entreprise Lucibel réfléchit à de nouvelles technologies pour que la LED ne soit plus simplement liée à l'éclairage, mais également à la transmission de données sécurisées par les systèmes Wi-Fi, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et également l'amélioration du bien-être avec une technologie qui va vous permettre de recréer le cycle naturel du soleil en intérieur et donc améliorer le confort et la performance de vos collaborateurs. Donc, quelques chiffres d'investissement. En moyenne, c'est entre 100 et 200 euros par luminaire. Donc, c'est encore une fois une tranche. Mais il est possible d'avoir une offre de location avec une acquisition pour 1 euro symbolique au bout d'un certain temps défini par contrat, qui vous permettent donc de limiter l'impact sur l'investissement. Et le temps de retour sur investissement est en moyenne inférieur à 5 ans. Aujourd'hui, nous avons fait le choix de ne pas parler de financement car tout cela sera le sujet du prochain webinaire la semaine prochaine. Donc bien sûr, avec des financements, ce temps de retour peut être plus faible. Ok, donc on a parlé de ventilation, on a parlé d'éclairage. Maintenant, on va s'intéresser à la production de chaleur avec EGA SAS, qui travaille à améliorer les rendements d'exploitation des réseaux de chaleur et de froid. Donc, avec 1200 clients, les produits qu'ils ont développés bénéficient déjà d'un solide retour d'expérience. Et cette entreprise travaille sur 2 axes d'innovation. Donc, le premier, c'est d'améliorer le rendement des combustibles, relatifs aux combustibles. Et le second, c'est de traiter l'eau pour améliorer sa qualité et pour réduire l'énergie relative à sa distribution. Donc là, maintenant, on va s'intéresser tout de suite au premier axe. Donc, alors, cette slide, elle peut paraître un petit peu barbare, mais accrochez-vous, c'est la minute chimie organique. Mais si je vous proposez de faire 10% d'économie sur votre facture de gaz pour une intervention d'une demi-journée et juste pour quelques milliers d'euros, ça va peut-être un peu vous surprendre.
D'habitude, on a besoin d'aller faire de l'isolation des parois opaques. On a besoin d'aller remplacer les menuiseries pour aller chercher des gains aussi grands. Et ben, l'idée, c'est qu'on a une réponse par la chimie pour aller chercher des économies très rapidement. Donc, l'idée, c'est d'installer un catalyseur de combustion. C'est un module qui va préparer le gaz à la combustion. Ça va avoir pour effet de modifier l'organisation du nuage d'électrons et du coup de réduire l'énergie de rupture ou énergie de dissociation. Donc en fait, on va avoir besoin de moins d'énergie pour brûler le gaz. Et donc on va disposer d'une énergie supplémentaire dans le processus de combustion et du coup, on va améliorer le rendement global de la combustion. Donc ça a un effet second, ce module, c'est que ça va améliorer l'impact environnemental du processus de combustion. En effet, on va améliorer le mélange air-gaz et on va de ce fait réduire les imbrûlés et les microparticules. Alors, au niveau de l'investissement, c'est assez difficile à dire dans le sens où EGA a des modèles qui vont traiter de 25 kW à 25 MW. Donc, c'est difficile de vous parler de prix. Maintenant, avec les 1200 clients, ils s'engagent sur un, et de par leur retour sur l'expérience, ils s'engagent sur un temps de retour sur investissement qui est de moins de 2 ans, avec donc 7 à 10% de réduction de votre facture de gaz et aussi donc une réduction des imbrûlés et des microparticules. Donc voilà pour cette rubrique optimisation des équipements. Donc on voit qu'on n'est pas obligé d'aller chercher des temps de retour très longs. Donc on va changer de volet. Donc c'est le chapitre 3 de notre présentation et on va parler d'actions sur le bâti. Alors c'est vrai que les actions sur le bâti, en règle générale, ça fait toujours un petit peu peur. On entend souvent des temps de retour sur investissement qui sont entre 20 et 40, 50 ans, voire même plus. Donc, on a peur de jamais voir le retour sur notre investissement. Donc, ce qu'on a décidé de vous présenter aujourd'hui, c'est des solutions à temps de retour plus courts, plus innovantes, moins traditionnelles. Donc, la première réponse, c'est la réponse de Coolroof. Donc, Coolroof, c'est une jeune entreprise française qui a été créée en 2015 et qui propose un moyen innovant pour lutter contre la surchauffe dans les bâtiments. Donc, cette entreprise, elle travaille sur le territoire français, sur des bâtiments de grande distribution alimentaire, pharmaceutique et industrielle, mais elle est aussi présente à l'international. Donc, Coolroof a réalisé le premier Coolroof en Afrique en février 2020. Ils ont recouvert 2000 m² d'une toiture au Sénégal. Donc, c'est aussi adapté, bien sûr, aux bâtiments tertiaires. Donc, quel est le problème? Le problème, c'est que les bâtiments ne sont pas adaptés aux fortes chaleurs. En plein soleil, surtout pendant les épisodes de canicule qui sont de plus en plus récurrents et de plus en plus forts, on a les toitures qui peuvent monter jusqu'à plus de 80 degrés. Ça a deux effets, même plus que deux effets. Le premier, c'est que ça use l'étanchéité des bâtiments et ça augmente très fortement la température à l'intérieur du bâtiment et aux alentours. Ça crée en fait ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbaine. Donc, Coolroof permet de lutter contre ça et permet aussi de soulager vos terminaux de rafraîchissement. Pendant les périodes de canicule, on peut imaginer que sur un bâtiment où il y a par exemple un grand besoin en froid, où on a besoin de ne pas rompre la chaîne de froid, par exemple dans l'agroalimentaire, le fait de soulager les équipements, ça permet de diminuer le risque de rupture de la chaîne et du coup de s'assurer, de se préserver de ces risques-là. Donc, comment on résout justement, quelle est l'innovation? Coolroof donc a développé un revêtement blanc thermoréflectif qui permet au toit de se maintenir à température ambiante. En fait, c'est une réponse passive au problème de surchauffe. Donc, ce revêtement, il renvoie 95% des rayons du soleil et il crée un véritable bouclier thermique pour les bâtiments, ce qui limite finalement les besoins de climatisation et prolonge la durée de vie des toitures. Donc, les effets, ils sont radicaux. On a une réduction des températures jusqu'à 15 degrés à l'intérieur, enfin, sous le toit. On a une réduction des consommations de climatisation qui est compris entre 10 et 40%. Encore une fois, c'est très dépendant de votre type de bâtiment. On a une réduction des effets d'îlots de chaleur urbaine qu'on a pu voir en région parisienne où c'est complètement invivable sur les mois de juillet et août. Et on a une prolongation de la durée de vie des toits. Il peut avoir aussi un autre impact, c'est si on parle par exemple d'un entrepôt dont la surface serait sombre, dont la toiture serait sombre, on a une baisse de la productivité en plein été puisqu'on a parfois des températures qui montent jusqu'à 30-35 degrés dans les entrepôts. Et donc, au vu de l'impossibilité de climatiser ce type d'entrepôt, rien que le fait de revêtir votre toiture de ce type de peinture, ça vous permet de créer des conditions beaucoup plus favorables pour le travail.
Voilà pour Coolroof. Donc, on a 10 à 40% des consommations de climatisation réduites et surtout une contribution à l'augmentation de l'albédo de la Terre. C'est vrai qu'on parle souvent de fonte des glaces, donc une diminution de l'albédo global de la Terre. Ça veut dire qu'en fait, on a moins de surface de glace, donc moins de blanc pour réfléchir les rayons du soleil. Si aujourd'hui on peignait toutes nos toitures en blanc, probablement qu'on lutterait beaucoup plus efficacement contre le réchauffement climatique. Donc voici pour une première action sur le bâti, donc plutôt là, liée à la toiture. Nous allons maintenant parler de vos vitrages et notamment parler de l'entreprise 3M, donc, qui est une entreprise américaine implantée en France depuis 1952. Donc, il y a des produits présents sur plusieurs marchés, automobiles, électronique, énergie, industrie et tant d'autres. Mais au quotidien, vous connaissez peut-être l'entreprise, c'est même sûr, pour les marques Post-it et Scotch. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est plutôt leurs produits et leur technologie de film de protection solaire pour vitrage. 3M a obtenu le premier brevet pour cette technologie en 1966. C'est donc pour une solution maîtrisée avec différentes technologies, ce qui en fait un des leaders mondiaux sur cette thématique-là. Donc pourquoi parler de cela? Donc c'est parce que les vitrages sont responsables de déperditions thermiques sur votre bâti, au même titre que du coup peuvent l'être la toiture ou alors les murs extérieurs par exemple. Donc les vitrages en font partie. Ce qui veut dire que plus votre vitrage a de mauvaises performances, qui se traduit par un coefficient UG important, plus en hiver votre chaleur va se dissiper et donc vous allez devoir augmenter votre consommation de chauffage pour maintenir vos températures de consigne. Ça peut également générer un inconfort thermique avec l'effet paroi froide au niveau du vitrage. Et en parallèle, en été, donc augmenter la température à l'intérieur de votre bâtiment, notamment avec donc, les canicules qui sont de plus en plus récurrentes, avoir un très gros impact sur l'inconfort pendant ces périodes. Et également, si vous avez de la climatisation, augmentez fortement votre consommation pour pouvoir maintenir toujours les températures de consigne. Donc pour ça, 3M a développé des films solaires pour vitrage avec une technologie multicouche. Donc, il y a plus de 200 couches de polyester ultra minces qui sont ensuite ajoutées à ça. Donc un revêtement anti-rayures et un revêtement de protection et de la colle pour tenir le tout. Et donc par analogie, le film il a une épaisseur plus petite qu'un post-it. Donc c'est vraiment une technologie qui ne se voit pas, qui n'a pas d'impact sur l'épaisseur de votre vitrage. Donc ce film s'impose en intérieur ou en extérieur et vous permet de laisser passer 74% de la lumière visible, donc ce qui ne nuit pas au confort visuel et par le biais de la lumière naturelle dans votre pièce. En été, permet de rejeter 45% de l'énergie solaire, donc ce qui améliore grandement le confort et également permet de diminuer les consommations de climatisation si votre bâtiment a de tels équipements. Et en parallèle, en hiver, permet de conserver la chaleur en diminuant les déperditions de 30 à 40%. Donc cela vous permet donc aussi d'améliorer le confort en hiver et de diminuer la consommation de chauffage. Donc en fonction de votre bâtiment, de l'exposition, de divers facteurs, l'entreprise 3M propose des chiffres entre 5 et 10% de réduction sur les usages climatiques de la consommation énergétique. Mais en parallèle de ça, comme on vient de le dire, cela permet d'avoir un grand gain sur le confort. Vous pouvez également appliquer cette solution dans le cas où, par exemple, vous avez un bâtiment historique qui ne permet pas de remplacer le vitrage en entier. Et donc, cela permet de pallier à ces problématiques. Également d'améliorer la sécurité de votre vitrage dans le cas de vitrine. Donc l'investissement, pour donner un chiffre, est autour de 110 € par mètre carré de vitre, ce qui est quand même bien moins cher qu'un remplacement de vitrage plus cadre, donc ce qui peut être une première solution. Et de plus, les films 3M sont garantis 10 ans avec remplacement du film dépose et pose, ce qui en fait une solution pérenne pour votre bâti. Donc on va maintenant pouvoir enchaîner sur la suite, l'action suivante. Vincent, je te laisse continuer. Yes. Alors, on a vu qu'on pouvait jouer sur le pilotage des équipements, on peut remplacer ou ajouter certains équipements. On a vu qu'on pouvait jouer sur le bâti et maintenant, le dernier axe qu'on va vous présenter, c'est celui de la sensibilisation des collaborateurs. Donc, c'est une préconisation qu'on retrouve souvent dans les rapports d'audit énergétique qui est souvent négligée,
mais pourtant, donc on va vous parler de retours d'expérience, qui a un réel impact en fait sur les consommations du bâtiment. Donc, Ecodev, c'est une société française de conseil et de services créée en 2009 qui accompagne les entreprises dans leur démarche de développement durable. Donc, il propose 3 types d'actions en fonction du contexte et en fonction des besoins de l'entreprise. Donc, il propose la formation par l'organisation d'ateliers et d'animations ludiques, la communication par la conception et réalisation de supports, et de la mobilisation en organisant des challenges physiques ou des challenges digitaux. Donc, leurs actions, elles ont pour finalité, d'une part, de sensibiliser sur les enjeux liés à l'énergie, et d'autre part, de mobiliser et fédérer les employés vers la réduction des consommations. Donc, le constat qui est fait, c'est que l'intégralité des usages dans un bâtiment ne peut pas être automatisée. Pourtant, c'est sorti de nombreux rapports d'audit énergétique qu'on a pu faire. L'éclairage et les prises de courant, ce sont souvent les deuxième et troisième postes de consommation d'un bâtiment tertiaire. Et puis même si on sort de ces usages-là, des usagers qui laissent les vitres ouvertes en hiver ou en été parce qu'ils sont trop chauds ou trop froids, ça impacte vraiment la consommation du bâtiment. Donc les usagers, ils font vivre le bâtiment et ils ont vraiment leur rôle à jouer. Donc maintenant, on peut se poser la question ensemble, comment est-ce qu'on fédère nos employés autour d'un projet commun, comment on arrive à mobiliser tout le monde. Donc ça se décline en plusieurs étapes. La première étape, c'est d'aller rédiger un guide de bonne pratique. Et dans ce guide de bonne pratique, il va falloir informer sur l'origine des gaspillages, c'est-à-dire connaître d'où viennent les gaspillages énergétiques et aussi donner les bons gestes, donc une politique de réduction de ces gaspillages-là. En fait, c'est standardiser les bons exemples et les éco-gestes. Puis, il va falloir communiquer. Il va falloir communiquer sur les enjeux énergétiques et climatiques et surtout sur l'impact de l'énergie sur le climat. Puis, diffuser également des guides de bonne pratique, donc ceux écrits en interne ou ceux rédigés par l'ADEME, qui sont aussi très bien. L'idée, c'est de se fixer un objectif et de communiquer régulièrement sur la progression du projet. Vous aurez toujours dans votre équipe des collaborateurs qui seront plus sensibilisés, qui sont plus impliqués sur ces problématiques-là. Donc l'idée, c'est de les mobiliser pour qu'ils s'entraînent, pour qu'ils soient moteurs dans ce changement. Alors il y a quelque chose qui marche très bien en termes de sensibilisation des collaborateurs, c'est un challenge d'économie d'énergie. Donc il y a quelques années, on a fait un challenge d'économie d'énergie chez un de nos clients, où ils avaient un bâtiment sur plusieurs étages et ils ont organisé un concours pour l'étage le plus écologique, finalement celui qui allait consommer le moins d'énergie pendant le challenge. Et donc nous, on allait mesurer une semaine avant ce challenge-là et on a mesuré également pendant le challenge d'efficacité énergétique. Et bien on s'est aperçu que ça avait un réel impact sur les consommations et donc il y a quand même une importante marge de manœuvre. Le deuxième exemple dont je voudrais vous faire part, c'est qu'on a travaillé avec une université à un concours d'efficacité énergétique qui s'appelle le concours CUBE 2020. Et on avait pour objectif de faire au moins 10% de réduction des consommations. L'université avait absolument aucun moyen pour investir dans l'efficacité énergétique. Donc, on a ciblé la stratégie uniquement sur le comportement des usagers. Et on a obtenu même 11 ou 12% de réduction des consommations, rien qu'en mobilisant le personnel et en mobilisant donc les étudiants pour un comportement plus responsable et raisonné de l'utilisation de l'énergie. Voilà, donc les résultats, entre 5 et 15% à peu près d'économie d'énergie et surtout fédérer ses employés autour d'un projet commun. Voilà, c'était le quatrième volet. Maintenant, on voudrait vous présenter 2 petites pépites qu'on a gardées pour la fin. Donc, ça sort un peu des 4 grands types d'actions qu'on vous a présentés depuis le début. On va plus, si on devait les classer, on les classerait un peu plus dans l'énergie renouvelable. Sans plus attendre, je vous laisse les découvrir. Donc, on a vu de très belles solutions précédemment et donc on va continuer avec des technologies plus indépendantes. Et je vais commencer par vous parler de With Element et de la solution Eco, donc, qui est une solution pour l'éco-habitat pour favoriser et accélérer la transition environnementale dans les bâtiments et qui touche donc avec cette solution à l'eau chaude sanitaire. Donc, c'est une entreprise française qui conçoit et produit en France son produit. Et il intervient sur plutôt 2 secteurs, donc c'est construction neuve et rénovation énergétique. Et donc je vais vous expliquer pourquoi juste après.
mais en quelques chiffres. Donc, l'eau chaude représente la moitié des dépenses énergétiques dans les nouveaux bâtiments et c'est souvent considéré comme une consommation incompressible sur laquelle on ne peut pas agir. Mais With Element a choisi de développer Eco, qui permet de recycler la chaleur des eaux usées, donc de diminuer les pertes liées à l'évacuation de l'eau de votre douche, qui a une température, des calories qu'elle transporte avec elle et qui est évacuée. Donc très sommairement, l'eau chaude sanitaire est produite par un ballon soit individuel, soit collectif, à une température 55 degrés donc minimum, et est mélangée à de l'eau froide à votre mitigeur thermostatique. Globalement, votre douche, vous l'aimez bien entre 35 et 38 degrés, ce qui fait que toute cette eau à température est évacuée et pour le moment n'est pas récupérée. La chaleur n'est pas récupérée. Donc Eco, c'est un échangeur de chaleur qui se place dans votre bac de douche directement, ce qui fait qu'une fois installé, il est invisible et permet de récupérer les calories des eaux usées en déviant l'arrivée d'eau de ville, d'eau froide, qui selon la région et la saison est autour de 12-13 degrés, et va récupérer les calories des eaux usées et ensuite être intégré donc soit au niveau du ballon, soit au niveau du mitigeur pour diminuer de 40% l'énergie donc sur l'usage de production d'eau chaude sanitaire. Donc, ce qui en fait une action très importante pour ce poste-là. Donc pourquoi est-ce que c'est privilégié pour des constructions et des rénovations? C'est que, comme vous pouvez le voir, il faut une modification des réseaux, il faut des travaux pour pouvoir installer l'équipement dans votre bac de douche. Donc c'est privilégié pour ces types de construction et rénovation. Donc là, ça permet de récupérer jusqu'à 40% de l'énergie et également c'est une solution passive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'énergie extérieure pour fonctionner, donc d'électricité, de gaz ou autre. Et permet de produire de l'énergie, ce qui en fait également une source d'énergie renouvelable. Donc elle est conforme au label E+, C- et BPOS et surtout participe à l'atteinte des exigences réglementaires. Et on pense notamment à la RE 2020 donc, qui a été repoussée en janvier 2021. Mais il participe activement pour pouvoir atteindre les objectifs car elle permet de produire 5,19 kWh d'énergie renouvelable par mètre carré par an. Donc, ce qui vous permet, dans un cas de construction de rénovation, de toujours aller plus loin et d'atteindre vos objectifs. Donc, de manière générale, c'est plutôt recommandé pour des bâtiments de logement ou alors où il y a une utilisation de douches collectives, donc par exemple pour des gymnases. Mais c'est une solution qui peut être très importante pour agir sur ce poste de consommation. Et je vais laisser Vincent présenter la dernière solution. Alors, pour continuer dans cette catégorie, on va parler de Save Innovation. Donc, Save Innovation, c'est une entreprise française qui est basée à Grenoble, qui conçoit, qui fabrique et qui commercialise des solutions de récupération d'énergie pour les réseaux d'eau. Donc, l'entreprise qui a été fondée en 2012 a obtenu 6 reconnaissances entre 2015 et 2019 et a déposé 10 brevets. Donc, l'idée générale, c'est d'aller exploiter l'énergie des fluides dans les canalisations pour alimenter les différents équipements. Donc, Save Innovation a développé Picogène, qu'on va pouvoir définir comme la brique énergétique du Smart Water. Donc là, on change un peu de registre. On ne va pas essayer d'aller chercher d'énormes économies d'énergie. On ne va pas essayer d'aller produire énormément d'énergie. Au contraire, on va essayer d'aller donner une petite quantité d'énergie, mais là où c'est le plus difficile à atteindre. Vous savez que le Smart Water est composé de toute une batterie de capteurs pour fonctionner. Et l'alimentation en énergie de ces capteurs représente un véritable problème. Donc, il y a deux manières actuellement, même 3 manières de les alimenter. Alors, soit on a recours à l'utilisation de piles et de batteries, ce qui, au niveau impact carbone, est très important et ce qui aussi nécessite de changer les batteries et les piles quand elles sont en fin de vie, donc beaucoup d'interventions. Et le second moyen, c'est de se raccorder au réseau avec tout type de transformation électrique, beaucoup de points de livraison, donc multiplication d'abonnements auprès du fournisseur. Et puis même, si on voulait sortir de ces deux moyens de raccordement, si on envisageait de mettre un panneau solaire sur chacun des endroits où on fait du smart water, on aurait un problème au niveau du profil de consommation puisque le panneau solaire va produire en journée, mais la nuit, pour redistribuer l'énergie, il faudra avoir recours à un accumulateur, donc encore une batterie. Du coup, Picogène permet de pallier à tous ces problèmes-là. Ils ont inventé donc une turbine qui elle est munie d'un alternateur innovant, donc presque sans frottement,
qui produit de l'électricité dès les faibles flux d'eau. Donc, ça va générer entre 20 et 100 watts. Ça va permettre d'alimenter l'intégralité des capteurs qui fonctionnent à basse tension. Ça s'installe en ligne dans les canalisations. Ça s'adapte aux différentes plages de débit et surtout, ça ne perturbe pas l'environnement réseau, ce qui est très important. Au niveau de l'investissement, pour cette solution, on peut compter autour de 7 000 euros. Alors, en termes de retour sur investissement, donc Sales Innovation considère qu'on va économiser à peu près 5 000 euros par an, rien que par la réduction de la quantité d'intervention. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de changer les batteries, et en plus de ça, on n'a pas besoin de se raccorder au réseau, ce qui représente une dépense carbone et financière très importante. Mais il y a aussi donc, voilà, cet impact social parce qu'on a une qualité de l'eau qui est multipliée, puisqu'on peut se permettre de mettre plus de capteurs et beaucoup moins d'interventions qui sont pénibles, puisqu'il faut aller creuser pour chercher les endroits où il y a les canalisations. Donc, voilà, c'est une solution très, très innovante. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que Sales Innovation, ils sont ouverts à d'autres technologies. Et donc, cet alternateur, il peut s'adapter sur d'autres types d'usages. Nous, on avait travaillé avec eux, on avait tenté de dupliquer cette technologie sur les tunnels pour essayer d'aller récupérer l'énergie du vent dans les tunnels. Il faut savoir que dans les tunnels, on a une énergie enfin, une vitesse du vent qui est parfois comprise autour de 6 mètres par seconde pour les grands tunnels. Donc, poser un tel alternateur sur un accélérateur de tunnel, ça pouvait permettre de générer autour de 1000 ou 2000 watts en continu. Donc, on commence à avoir une source d'autoconsommation qui commence à être vraiment très importante. Donc, voilà, cette innovation, elle est super et elle peut se dupliquer sur différents usages. Alors pour conclure, donc une rapide présentation de comment au quotidien chez Citron nous participons à la performance énergétique. Alors tout d'abord via notre plateforme de management de l'énergie qui permet de collecter automatiquement l'ensemble des données inhérentes à l'énergie, donc par le biais de capteurs, de données fournisseurs, distributeurs pour les entreprises et collectivités. Donc, c'est une plateforme web Big Data et IoT de suivi. Et donc, on utilise au quotidien comme outil pour permettre d'accompagner nos clients dans leur transition énergétique, d'avoir un suivi de leur consommation, de leur parc, également de générer des économies d'énergie. Et en parallèle, nous avons des experts en transition énergétique, donc nos ingénieurs conseils et énergie managers, qui travaillent au quotidien à la détection de nouvelles actions d'efficacité énergétique, toujours plus innovantes, toujours plus performantes, à la création de nouveaux partenariats, donc comme on a pu en voir avec certaines entreprises aujourd'hui, mais pour toujours aller plus loin et proposer des actions et des audits avec des temps de retour sur investissement les plus courts possibles pour pouvoir mettre en place et donc participer activement à la performance énergétique de nos clients. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés. Nous allons pouvoir passer la réponse à vos questions. Nous avons vu qu'il y en avait certaines. Oui, alors ouais. Du coup, on a quelques questions. Donc, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. On va essayer de répondre à toutes. Donc, on a pas mal de questions qui sont liées à Coolroof, ça revient souvent, sur notamment l'impact de Coolroof l'hiver. C'est-à-dire que forcément, si on a moins d'apport solaire, on peut penser qu'on a une augmentation de la consommation de climatisation. Alors, sur les premiers retours d'expérience de Coolroof, ça n'a pas été constaté, donc on n'a pas d'augmentation de consommation l'hiver en chauffage, pour la simple et bonne raison que cette peinture, elle a aussi la propriété d'augmenter la résistance thermique de la toiture, donc de limiter aussi les déperditions en surface. Voilà. Pour l'instant, sur les retours d'expérience de Coolroof, pas d'impact sur le chauffage d'hiver. Alors, pour répondre juste globalement aussi aux premières questions, la présentation et le support sont envoyés aussi. Donc, vous pourrez avoir aussi les contacts pour les différentes entreprises. Donc, ça, c'était de manière générale. Alors, je vois une question sur le fait de se brancher pour suivre la consommation électrique générale, l'eau et le gaz. Alors, je pense que c'est lié du coup à WattSense. Comment est-ce qu'on fait avec ou non, mais en tout cas, donc c'est possible de récupérer par le biais du fournisseur ou du distributeur vos consommations en temps réel. Donc ce qui peut être le cas avec Enedis par exemple, et très prochainement avec les compteurs Gaspard donc pour le gaz via GRT Gaz, et vous permet d'avoir votre consommation en temps réel. Ou il est également possible de positionner vous-même votre capteur, votre compteur
pour pouvoir télé-relever, donc, par exemple, via la box WattSense, votre consommation pour votre bâtiment. Ou encore un cas, si votre bâtiment, votre consommation est généralisée et que vous en payez une partie, c'est également possible d'intégrer un capteur, voire même votre propre compteur pour avoir votre consommation réelle sur le bâtiment. Ok, donc on avait une question aussi sur quelle origine des gains via la sensibilisation. Alors via la sensibilisation, en fait, on peut imaginer aller faire des gains alors juste pour être sûr, on va parler d'usage, après on va parler de comment est-ce qu'on a déterminé ces chiffres-là. Donc des gains sur les prises de courant, sur l'extinction des postes à midi et des postes le soir, quand les usagers quittent le bâtiment. L'extinction forcément de l'éclairage, parce que tout l'éclairage dans les bureaux peut pas être automatisé. Si on met de la détection de présence dans un bureau, si la personne ne bouge pas, le bureau va s'éteindre, donc ça va être très compliqué. Donc rien que le fait d'éteindre systématiquement son bureau quand on quitte la pièce, ça a un fort impact sur la consommation énergétique. Et ensuite, laisser les portes ouvertes, plutôt laisser les portes fermées. Il y a tout un panel d'actions qui sont possibles, mais donc globalement 4 usages, l'éclairage, les prises de courant, la climatisation et le chauffage. Concernant la fourchette qu'on avait indiquée, donc de 5 à 15%, nous, on a eu des retours d'expérience auprès des codev et on a, même par nos propres expériences, quand on a organisé des challenges d'efficacité énergétique, on a atteint parfois 10-15% de réduction des consommations rien que par la sensibilisation. Après, forcément, ça dépend nécessairement de l'usage de votre bâtiment. Si vous avez un process informatique qui vous prend 50% de votre consommation, dans ce cas-là, effectivement, il faudra peut-être moduler l'impact, mais l'idée, c'est d'essayer d'aller définir un périmètre sur lequel vous pouvez travailler. J'espère que j'ai répondu à votre question. Alors juste pour compléter, du coup, je vois qu'il y avait une question sur l'installation de capteurs également. Alors chez Citron, nous travaillons principalement avec des partenaires pour cela, pour installation de capteurs chez nos clients. Et ensuite, nous pouvons récupérer les données et les traiter donc, via notre plateforme de management de l'énergie. Mais nous avons également travaillé sur l'installation de sondes de température dans des logements. Donc c'est quand même plus rare. On privilégie l'installation par le fabricant. Voilà, ce qui permet quand même qui maîtrise mieux l'installation et permet également d'en déployer partout en France donc pour différents bâtiments, différents usages. Donc c'est principalement via nos partenaires. On a beaucoup de questions sur Coolroof. Il y en a une qui est intéressante, enfin toutes sont intéressantes, mais celle-là en particulier, on nous pose la question de savoir si la technologie Coolroof est applicable que sur les toits terrasses. Alors non, Coolroof est en train de développer aussi une autre technologie qui est similaire, qui s'appelle Coolwall. Donc on peut effectivement aller déployer cette technologie sur nos murs. Maintenant, c'est forcément sur le toit qu'on va avoir le plus d'impact, puisque c'est là que finalement le rayonnement va être le plus important. Donc c'est là que ça va chauffer au plus haut dans les températures. Donc il y a aussi une question dans le cadre de la loi Elan et donc du décret tertiaire. Donc du coup, les énergies d'autoconsommation sont-elles considérées comme des diminutions de consommation énergétique? Et en effet, oui, elles participent à l'amélioration de votre indicateur performance donc sur votre bâtiment et donc à la diminution de vos consommations énergétiques. Donc voilà, comme peuvent être considérées donc les 2 dernières innovations qu'on avait pu présenter pour l'autoconsommation et donc également photovoltaïque, éolienne et autres technologies. Alors, on nous demande sur le module EIGA, donc sur le catalyseur de combustion, est-ce qu'il s'engage sur le TRI et est-ce qu'il existe une étude indépendante de type caustique sur ce module? Alors, au niveau de l'étude indépendante, je ne peux pas vous répondre. Ce que je sais, c'est que nous, on a eu des clients qui l'ont déployé sur des usines et effectivement, ils ont eu des gains similaires à ce qui a été décrit dans la présentation. Et est-ce qu'ils s'engagent sur le TRI? Alors, je ne veux pas dire que oui, mais c'est plutôt leur retour d'expérience qui dit qu'il faut compter à peu près 2 ans en termes de réduction des consommations. Bon, après, on peut aller voir que même si on va sur 3 ans de TRI, diminuer de 10% de la consommation de gaz, quand parfois on a des industriels qui ont des consommations d'1 million d'euros en gaz, bon, ça peut être vachement intéressant, surtout au vu du prix du gaz qui va nécessairement aller vers une augmentation.
Alors, toujours poursuivre dans les capteurs, est-ce qu'on détermine le nombre de capteurs et le type de capteur à installer? Alors, de notre côté, on a plutôt donc une liste, une base de données de capteurs que nous savons déjà traiter. Donc, nous avons déjà des connexions, ce qui nous permet déjà de savoir donc, ce qu'on peut obtenir comme données, traiter, observer. Également, la plateforme permet de créer un dashboard personnalisé. Donc, il est donc possible d'ajouter de nouveaux capteurs en fonction de ce qui peut être sélectionné. De manière générale, donc c'est souvent quand même pour le pilotage, par exemple, d'une chaufferie, d'un ascenseur ou même de la ventilation, c'est souvent les mêmes types de capteurs qui sont installés pour, d'une part, que l'exploitant puisse avoir les données, également pouvoir travailler dessus. Donc là, vous me parlez également d'assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc ça peut être des points à définir. En tout cas, on peut participer à déterminer les types de capteurs à installer en tout cas qui correspondraient le mieux à votre bâtiment. Mais en parallèle, on peut récupérer les données de n'importe quel type de capteur. On a une question sur la turbine Save Innovation, donc Picogène. Est-ce qu'elle ne présente pas un risque par rapport à la qualité de l'eau distribuée? Est-ce qu'elle n'engendre pas de perte de charge et donc de baisse de pression chez l'usager? Alors, j'ai envie de vous dire, au contraire, donc, elle n'a pas du tout d'incidence sur la qualité de l'eau distribuée, et au contraire, elle permet d'alimenter encore plus de capteurs, donc pour vérifier que justement la qualité de l'eau est bonne. Au niveau des pertes de charge, donc ce qui est assez intéressant, c'est que elles sont très très faibles. Justement, elles ne perturbent pas le réseau, elles ne perturbent pas l'environnement réseau. L'idée, c'est que l'alternateur soit considéré comme sans frottement, car les frottements sont presque négligeables. Donc on a également une question sur la fourchette de ROI pour les énergies renouvelables en autoconsommation aujourd'hui. Alors ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez installer. De manière générale, le photovoltaïque, donc on tape souvent entre 15 et 20 ans pour les ROI les plus longs. Donc ça se dépend forcément de l'installation que vous souhaitez, l'importance aussi de la production. Donc ça peut passer aussi par des appels d'offres. Il peut y avoir diverses subventions également possibles qu'il est possible d'avoir pour diminuer ce ROI. Mais de manière générale, une fourchette que je peux avoir en tête comme ça, c'est plutôt sur le photovoltaïque. Et donc après, je ne sais pas si toi, Vincent, tu as d'autres idées là pour, par exemple, la partie sur Save Innovation. Mais voilà ce que je peux donner pour le... Alors, est-ce que tu peux me répéter ta question, s'il te plaît? Sur les énergies renouvelables. Donc, photovoltaïque, plutôt entre 15 et 20 ans, de manière générale. Pour le reste, c'est difficile à dire. Hein. C'est assez difficile à dire. Sur le photovoltaïque, en fonction des subventions, en fonction de la dimension de la centrale, en fonction de forcément des coûts d'investissement, mais on peut tabler entre 8 et 15 ans aujourd'hui, voire peut-être un petit peu plus sur le photovoltaïque. Ça dépend énormément des régions. Plutôt entre 8 et 15 ans. C'est quand même une grosse fourchette, je vous l'accorde. Alors, dans le cadre de la loi Elan, les énergies d'autoconsommation photovoltaïques sont-elles considérées comme des diminutions de la consommation énergétique? Alors oui, tout à fait. Le fait de consommer de produire sa propre énergie, donc faire de l'autoconsommation, ça permet effectivement de rentrer dans le cadre du décret tertiaire et donc en fait moins tirer d'énergie sur le réseau. Maintenant, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour faire un petit rappel sur une des premières slides, on parlait du scénario négawatt. C'est vrai que c'est une aide, ça peut être une alternative très compétitive, le fait de faire de l'énergie renouvelable, mais l'idée c'est d'abord de regarder si on peut consommer moins avant de produire son énergie renouvelable. C'est le sens dans lequel il faut prendre sa démarche d'efficacité énergétique. Mais oui, pour répondre à votre question, oui. Diverses solutions à peu présenter sont-elles éligibles au C2E? Alors pour certaines, oui. Ou d'autres subventions peuvent être intégrées dans le cadre de contrats de performance, par exemple. Mais du coup, on a choisi donc de ne pas en parler aujourd'hui car il y a un webinaire à ce sujet la semaine prochaine, mardi prochain.
donc, qui sera animé donc chez nous par le directeur commercial Guillaume Bach et également un ingénieur opérationnel Enel Dely. Et il y aura également donc, Hugo Guillaume, un intervenant de la FEDEN, pour participer au webinaire. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pourrez en avoir. Donc, c'est mardi 21 avril à 11 h. Alors, bonjour, est-il prévu de refaire une présentation sur le décret tertiaire ou sous présentation de mardi est-elle accessible? Alors, Morgane, est-ce qu'on peut transmettre? Alors, je crois que oui, effectivement, il va y avoir une autre présentation sur le décret tertiaire. Maintenant, oui, on pourra vous passer également le support de présentation. Donc après, WhatsApp ne gère pas les alarmes. La gestion des alarmes doivent passer par Citron. Alors ça, c'est une bonne question. J'avoue que je ne maîtrise pas forcément, mais je dirais que oui. Alors après, dans tous les cas, pas forcément dire quelque chose de faux, donc je préférais me renseigner. Voilà, là tout de suite, je pense que oui. Alors, je crois qu'on a fait à peu près le tour de toutes les questions. Alors, n'hésitez pas à nous recontacter ou à contacter directement les fournisseurs qui sont présents dans cette présentation si vous avez des questions complémentaires. On vous remercie d'avoir été aussi nombreux. Vous avez été plus de 150 à participer à ce webinaire. Merci beaucoup. Oui. On reste disponible éventuellement si vous avez des questions et on va essayer peut-être d'en organiser un second prochainement. Et puis, soyez aussi informés que bientôt, il y a un webinaire. Alors, je ne sais plus quand c'est, Morgane, le 3e webinaire qui est prévu pendant mardi prochain, oui. C'est mardi prochain sur les financements liés aux technologies qu'on a mentionnées aujourd'hui et à d'autres, avec des chiffres et des mises en contexte qui sont très intéressantes. Merci à tous et du coup, bonne journée à tout le monde. Bonne journée à tout le monde. Au revoir, à bientôt. Au revoir.